Donc, professeur, je vous invite à rejoindre votre place. Et sous un tonnerre d'applaudissements, M. Théophile Obenga, s'il vous plaît. Merci. Pour assister à moitié simplement le bel exposé sur la médecine. C'était complet. Je ne sais pas si le docteur avait parlé de la première femme docteur dans le monde, c'est Péséchette. Voilà. C'est l'Ancien Empire, dans le monde entier, c'est bien affirmé par les textes qu'elle est sounoute, c'est-à-dire médecin-femme. Elle était aussi responsable des médecins-femmes au palais. Deuxième information, je ne sais pas si le docteur en a parlé, il y a la revue allemande qu'on appelle Lancet. Les Égyptiens pratiquaient la prothèse. Ils ont fait la prothèse de l'orteil. Donc c'était assez complet. Bon, maintenant, on me demande de conclure. C'est assez difficile, mais je vais tenter, quoi. En souhaitant qu'il y ait quand même les actes du colloque, c'est-à-dire ce que les intervenants, les conférences disent souvent oralement. Il faut qu'ils écrivent ça, au moins 5-10 pages, avec la documentation. Les débats étant enregistrés, on peut les résumer et publier ce qu'on appelle les actes du colloque sur les sciences, les mathématiques et la modernité. Parce que nous, Africains, on se disperse. Dans un mois, on recommence le même colloque. Et on répète les mêmes choses. Tandis qu'il y a un enrichissement extraordinaire, il faut qu'il serve à propulser d'autres réflexions. Et non plus, il faut faire des actes des colloques pour garder des traces, et pour nous-mêmes et pour les générations. Et puis ça fait la documentation. Sinon on va répéter les mêmes colloques parce qu'on ne retient pas, on se retrouve, on parle, on écoute, on s'en va. 6 mois après on refait le même colloque avec les mêmes choses, on n'avance pas. Il faut aujourd'hui accumuler le savoir, donc des actes du colloque. C'est une recommandation que je suggère désormais aux organisateurs. Faire un secrétariat scientifique qui suit, qui enregistre et qui prépare le rapport final. Bon, cela étant, chers amis, pendant 4 jours, sans relâche, sans répit, il s'est tenu ici en Guadeloupe un colloque international qu'on peut, je crois, considérer comme un événement historique sur les sciences, l'Afrique et la modernité. Le comité d'organisation, la logistique, les services, les hôtesses, les médias, les accommodements ont été d'une efficacité rare. Exceptionnel aussi fut la tenue du colloque lui-même. Les conférenciers et les intervenants sur des problèmes très complexes et très techniques ont néanmoins suscité de fructueux débats. Et les questions débattues sont d'actualité. L'Oche du Shango et sa numération moderne. Les legs scientifiques africains à l'humanité, tels que le papyrus, le papier de l'Antiquité, l'écriture, le calendrier, etc. Diverses méthodes mathématiques africaines. Imagerie 3D et
intelligence artificielle, infographie, pédagogie et outils des mathématiques pour les classes de base, tradition médicinale et chirurgicale africaine, etc., etc. Il ressort nettement de ce colloque que l'Afrique est le berceau des mathématiques, de la médecine et de la chirurgie. Que beaucoup de théorèmes de pointe dans le domaine des mathématiques modernes mais là je ne vois pas, tu barres. Beaucoup de théorèmes de pointe dans le domaine des mathématiques modernes étaient soit affirmés, soit en gestation dans les mathématiques africaines doivent s'intéresser davantage aux sciences et aux mathématiques. Et que les savants et chercheurs africains créent des instituts et académies en sciences exactes et en sciences humaines interconnectés entre eux, c'est-à-dire en réseau panafricain. Devant une telle riche réflexion, on ne peut que remercier et féliciter tous les participants à ce colloque international qui s'est déroulé dans une ambiance des plus conviviales. Chers amis, image pour image, nous sommes ici à l'Occident, où le soleil se couche et se régénère pour se lever et briller demain à l'Est, à l'Orient, sur le continent africain. Effectivement, la première république noire est née à Haïti avec Toussaint Louverture. Un ténor Firmin a démontré l'égalité des races humaines. Jean Price-Mars peut être considéré comme le fondateur de la négritude. Tel est l'apport d'Haïti. Le souffle de la Martinique a atteint l'Afrique grâce au génie d'Aimé Césaire, d'Édouard Glissant et de France Fanon. La Guyane a donné Félix Éboué, premier gouverneur général noir de l'Afrique équatoriale française. Le général de Gaulle avait admis qu'il rejoignait la vie du général Éboué à la conférence de Brazzaville de 1944. Léon Gontram Damas de Guyane est aussi l'un des initiateurs de la négritude. Guy Tyrolien, le poète guadeloupéen, chantait « Afrique, mon beau rêve, ma négresse farouche, ton sexe doux crépus, ton goût d'amande fraîche, l'eau vive de ton rire. » Maryse Condé reste l'auteur inoubliable de ses goûts. L'affirmation du panafricanisme par Marcus Garvey le Jamaïcain est jusqu'ici incomparable. Nicolas Guilhem de Cuba et Derek Walcott de Sainte-Lucie sont aussi des soleils
qui se couche à l'Occident pour se lever à l'Orient. Il est temps, croyons-nous, que se développe entre l'Afrique et toutes ses diasporas des routes commerciales, des chemins intellectuels, des voies culturelles et scientifiques, des itinéraires initiatiques et spirituels, pour qu'ensemble, la souffrance commune soit vaincue et dépassée et que tous les enfants d'Afrique bâtissent solidairement la puissance africaine. La promesse de l'Afrique à l'Afrique doit être absolument tenue, celle de bâtir l'État fédéral africain pour la sécurité et l'épanouissement de la beauté du peuple africain. Vivre ensemble, c'est avoir une Afrique unie, solidaire, panafricaine, forte et puissante parmi les masses géostratégiques et géopolitiques du monde contemporain. C'est le message essentiel de ce colloque de Guadeloupe. Je vous sais gré pour votre fraternelle amitié. Voilà. Allez-y. Oui. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. C'est gentil. Non, 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 pas du tout. Non, non. On est en train de sortir le train d'atterrissage. Voilà. Alors, après ce vibrant appel de notre doyen, le professeur Théophile Obenga, qui a dressé pour nous véritablement les éléments probants qui sont les enjeux et nos défis à relever ensemble et qui nous a donné ce cap. Je voulais remercier les intervenants qui ont fait de ce colloque un colloque extraordinaire, un colloque inoubliable, un colloque qui a nourri au-delà de la Guadeloupe par les moyens technologiques d'antimédia les frères et sœurs du continent et d'ailleurs. Alors je voulais remercier les intervenants, Daniel Choisy, Karl Arsens, Stéphane Selbonne, Jean-Paul Kiko, donc qui était de la Guadeloupe, Muriel Tramis,
Honorin Hilaire et Doba Cholo, le docteur, qui sont venus, donc qui étaient de la Martinique. Le professeur Dirk Wilbroek, qui est venu de la Belgique. Roy Iglache, qui n'a pas pu être parmi nous, pour des raisons professionnelles, mais qui nous a légué tous ses travaux, qui nous a fait un PowerPoint et qui nous a envoyé son PowerPoint. Donc, comme il nous a dit, mes travaux sont en Guadeloupe, c'est le plus important. Voilà. Je voulais aussi, donc, le professeur Roy Iglache, qui était de New York, remercier le professeur Adjamabo, puisque c'est pratiquement le moment où il doit commencer à monter dans l'avion. Voilà, il est encore parmi nous, mais il va nous quitter tout à l'heure. Donc il vient du Togo. Et je voulais remercier aussi tous les modérateurs des panels qui ont fait un travail extraordinaire. Je pense à Fritz Calix, donc Nicole Selbonne, Joris Garin et Marie-Anne Paul. Parce que c'est vrai que des panels ne sont rien, sont de brillants modérateurs qui nous permettent non seulement, au-delà du fait de gérer le temps, mais de vous permettre d'avoir tout simplement le CV des personnes qui vont intervenir. Et, chose particulière, vraiment, je vous demande une grande ovation pour le professeur Théophile Obenga qui a accepté. Voilà. Voilà. C'est important parce qu'on a eu l'occasion de recevoir l'étoile supernova, le professeur Cheikh Anta Diop, et on a le double de cette étoile avec le professeur Théophile Obenga. Voilà. Ça, c'est un beau cadeau que nous fait le continent. Alors, je voulais naturellement remercier aussi la ville de Bemaou pour son écoute, pour l'intérêt qu'elle a porté aussi à la réalisation de ce colloque, pour aussi cette direction des affaires culturelles qui veut véritablement faire en sorte que cette culture soit au service de l'élévation, donc des habitants, pas simplement de Bemaou, mais de toute la Guadeloupe. Et ça, c'est important de le souligner. Je voulais remercier Antimédia, qui a fait un travail formidable, en nous permettant de disposer en temps réel, donc, des interventions, en faisant en sorte que les personnes, à travers l'outil Internet, suivent en direct les interventions. Je voulais aussi remercier Privanach, qui nous a beaucoup aidé à réaliser ce colloque, Ibiza, notre adorable marque de jus de bissap, le traiteur Guadélis Victoria, la maison Zolpan, les peintures Zolpan qui nous ont gentiment offert les repas pour les intervenants, l'association Racine qui, je dirais, voyez, c'est pas un simple mot sur un papier, Racine, c'est que ces racines poussent et portent des fruits. Guajeka, qui fait un travail formidable au niveau des jeux traditionnels. La BCWD qui accompagne les jeunes qui ont des projets d'entreprise, des jeunes qui sont des agrotransformateurs, à monter et à réussir leur pari. Caribe Creole News, qui nous a accompagnés, qui nous a reçus sur les médias. Et naturellement RSA, autre radio donc, qui nous a accueillis, AIS Radio, qui a diffusé chaque jour 3 heures donc, d'intervention sur les travaux des chercheurs, parce que nous avions voulu que les articles écrits par les professeurs puissent être lus à la radio, de manière à faire en sorte que les gens puissent savoir, voilà ce que Adjamabo a écrit, voilà ce que Wilbroek a écrit, parce que c'est des magazines qui sont des magazines de science, et tout le monde ne les a pas forcément à la maison. Eh ben, on remercie AIS Radio qui, tous les jours, nous a offert 3 heures pour lire donc, des articles, et ça va continuer à passer en permanence. Et je remercie aussi tous les autres partenaires qui nous ont aidés et qui ont contribué à la réussite de ce 3e colloque international de la ville de Bemaou. Vous savez que le colloque, en réalité, il ne se termine pas parce que nous avons beaucoup de pain sur la planche. Le professeur nous a fixé un cap. Maintenant, à nous de prendre notre bâton de pèlerin
et à avancer sur ce chemin, de manière à faire en sorte que ces mots qu'il prononce ne soient pas de 20 mots, mais qu'il puisse voir qu'avec sa voix, il peut édifier des pyramides. Je vous remercie. Merci. Merci. Je passe la parole à la ville de Bemao. Est-ce que je peux rajouter un mot après? Toutes les personnes qui voudraient dire au revoir au professeur Adjamagbo, car il doit partir, il va prendre l'avion. Et nous allons continuer. Merci à l'association Anijar, en l'honneur, en la personne de monsieur Omotunde. Et donc, on va vous demander quand même de ne pas trop vous lever pour faire, parce que maintenant, madame, je vais appeler Madame Chantal Lauriette, directrice de la direction des affaires culturelles et du patrimoine de la ville de Bemao, qui sent tout son soutien avec sa direction ce colloque, pour soutenir ce colloque. Madame Lauriette Chantal, sur vos applaudissements. Bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureuse de voir un public si nombreux en ce dimanche après-midi. Merci à vous. Merci de venir soutenir l'action de la collectivité. Effectivement, cette année, nous avons reçu ce 3e colloque après avoir étudié le créole, du moins les créoles, après avoir porté une réflexion sur le nouveau commerce triangulaire après l'esclavage. Cette année, nous avons parlé des questions des mathématiques africaines. Donc, l'an prochain également, nous aurons à vous présenter un 4e colloque, peut-être c'est sûr, sur une autre thématique, un autre continent. Nous traversons les continents, c'est ça, la pluralité culturelle à Bemao, la diversité culturelle, puisque la Guadeloupe est plurielle, la Guadeloupe est multiculturelle. Merci encore à vous. J'aimerais également remercier tous les collaborateurs qui ont permis l'organisation de ce colloque en lien avec l'association Anijar. Donc non seulement les collaborateurs de la direction culturelle, mais aussi tous mes collègues du service technique, le cabinet du maire, le protocole, la communication, toute la déco, enfin tout ce personnel qui, grâce à lui, a permis que vous soyez là aujourd'hui et que ce colloque soit correctement organisé en collaboration une collaboration entre la ville de Bemao et l'association Anijar. D'ores et déjà, je vous donne rendez-vous l'an prochain pour notre 4e colloque international, puisque Bemao va continuer sur cette diversité et cette ouverture au monde. Merci encore de votre attention. Merci à la directrice des affaires culturelles et du patrimoine, Chantal Lauriette. Alors, avant que l'élu à la culture, Madame Célia Hachimimiette, fasse le mot de clôture, je voudrais, au nom des forces vives qui travaillent avec nous sur le territoire de Bemao, remettre des présents qu'ils m'ont donné à remettre à Monsieur Théophile Obenga. Donc, je vais commencer par l'association Yotepunoussé, vu le vœu de Monsieur Théophile Obenga de découvrir la trace de Delgrès. Donc, l'association Yotepunoussé, Madame Emiette, tu peux venir pour m'aider. Donc, Monsieur Théophile Obenga, Yotepunoussé vous remet le livre de la parole qui est sorti en 2002, quand nous avons voulu faire la restitution de la guerre de 1802 en Guadeloupe. Et ici, vous avez l'université populaire qui existe depuis 10 ans,
Et au bout de 10 ans, Yoteponousé a créé ce livre qui s'appelle L'école à Noussé pour Noussé. Donc, c'est des témoignages des personnes qui sont à l'école depuis plus de 10 ans. Donc, voilà, Monsieur Théophile Obenga, je vous remets ceci au nom de l'association de la parole de Yoteponousé, car ce n'est pas une association, c'est une parole qui s'appelle Yoteponousé. Célia, le photographe voudrait... Voilà. Monsieur Obenga, ne vous asseyez pas parce qu'il y a beaucoup de forces vives qui ont souhaité travailler qui travaillent avec nous et qui souhaiteraient vous remercier de votre venue. Je vais appeler Madame Jacqueline Jacqueret, présidente du CIPN, Comité international des peuples noirs, qui tenait à vous remettre ce présent. Madame Jacqueret. Ce n'était pas prévu, mais lorsque j'ai entendu que le professeur Obenga voulait aller sur les traces d'Elgrès, au nom du CIPN, j'ai demandé à la représentante de BMAO de pouvoir lui remettre juste un petit mug que nous avons fait à l'effigie de nos héros avec une petite explication historique. Et puis, un petit livret qui parle de la guerre de Guadeloupe de 1802. Je vous remercie. Merci. Voilà. Je demanderai si elle est là, Valérie Abidos, du cabinet. Elle est partie. Donc, Stéphanie César, du service protocole, de venir, car nous avons aussi... Stéphanie, nous avons aussi notre force vive qui a été partenaire, c'est Canal 10, en la personne de Danix Zandronis, qui voudrait aussi donc remettre ce livre de Diolo au professeur Théophile Obenga. Donc Stéphanie, au nom du service communication, voilà. Donc ce livre a été offert par Danix Zandronis du ZLC. Voilà. Donc, sur vos applaudissements, merci à vous, Monsieur Théophile Obenga. Madame Célia Achimiliette, élue déléguée à la culture et à l'éducation pour le mot de clôture. Donc, bonsoir à tous. Juste quelques mots pour vous remercier de votre présence nombreuse tout au long de ces 4 jours et avec nous autour de ce beau colloque organisé par l'Institut Anija, que je remercie vraiment d'avoir choisi la ville de BMAO pour l'organisation de ce colloque riche en enseignements, riche en connaissances, et d'avoir permis que le professeur Obenga soit des nôtres, disciple de Cheikh Anta Diop. Ça n'est pas rien sur une petite terre de Guadeloupe. En tout cas, merci à l'Institut Anija pour cette belle conception, pour ce beau colloque. Merci également aux autres intervenants. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de silence, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci également aux autres intervenants venus de la Martinique, venus de la Guadeloupe, venus du Togo, et qui, eux aussi, à leur manière, ont su faire part des nombreux legs de l'Afrique à l'humanité tout entière. Legs souvent tus pour ne pas magnifier, en tout cas, cette richesse, mais en tout cas, grâce à ce type de colloque que la ville de BMAO, que Madame le maire, qui est empêchée aujourd'hui, elle n'a pas pu venir, lègue que la ville de BMAO, en tout cas, tient à mettre en avant pour que le peuple de Guadeloupe, le peuple noir, qui parfois est bafoué dans tout le monde, comme nous le savons, comme l'actualité nous le fait savoir, mais en tout cas, au travers de manifestations comme celle-ci, nous reprenons confiance en nous-mêmes, en ce que nous sommes. Et donc, il est essentiel que des municipalités comme celle de BMAO, que des municipalités comme des conseils municipaux comme celui de BMAO prennent l'engagement de la connaissance. Donc, merci à vous d'être venus aussi nombreux.
Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est vraiment, en tout cas, vous avez consacré du temps à vous-même. Et ça, c'est essentiel pour le devenir de notre terre de Guadeloupe. Donc, merci à vous. Et je vous dis, je ne voudrais pas l'année prochaine, mais en tout cas, à très bientôt. Merci. Alors, voilà. Donc, merci à vous tous, hein, Célia l'a déjà dit. Je vais vous demander de ne pas partir parce que M. Théophile Obenga, lors de la cérémonie d'ouverture, n'a pas vu les enfants jouer au tambour et c'était un vœu. Donc, M. Théophile Obenga, l'association Kalbaska, qui est une force vive sur le territoire de Bemao, souhaite vous donner un coup de tambour avant votre départ. Donc, ça va se faire d'ici peu, le temps de mettre la logistique en place. Donc, messieurs et dames, papati, pour nous faire ronde là, à l'entour à Tamboula, avec Théophile Obenga. Merci en pile. Mais on a déjà fait le remerciement. Mais on ne peut pas refaire des remerciements qui ont déjà été faits par... Juste les... Attends. Juste pour les auditeurs et les téléspectateurs d'Antimédia qui nous regardent, merci. On a compté entre 8 000 et 10 000 personnes par jour. Donc merci à vous tous. Merci à Antimédia, merci à ceux qui nous regardent partout dans le monde, Canada, Congo, Australie aussi, on a vu partout dans le monde. Merci à vous. Je vous remercie de la part d'Anijar, de la ville de Bemao, de tous les partenaires. Et merci d'avoir regardé le colloque. Il reste juste le coup de tambour à l'honneur de M. Obenga. Donc restez connectés. Mais en tout cas, on vous dit merci encore une fois et bonne continuation. Et n'oubliez pas, le coup de tambour arrive dans 5 minutes. Merci. Alors, cher professeur, vous avez parrainé ce 3e colloque international de la ville de Bemao, dont le thème était Science, Afrique noire et modernité, les traditions culturelles, les sciences mathématiques et la modernité technologique. Au regard de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu, est-ce que ça vous semble avoir été une démarche pertinente vis-à-vis des enjeux actuels du continent africain, d'avoir choisi ce thème-là et de l'avoir offert à notre jeunesse? Mon sentiment est que ce colloque est non seulement important, mais il est historique. En ce sens que, à mon avis, il est parti au fond des questions, au fond des questionnements. Il y a eu beaucoup de belles interventions. Les conférenciers ont préparé leurs interventions avec beaucoup de conscience et de compétences. Donc c'était vraiment enrichissant. Et à ce niveau, on a tous bénéficié des apports des uns des autres. Maintenant, l'écho ou les conséquences de ce colloque-là, il faut maintenir ce genre de problème, de débat, de rencontres. C'est toujours utile pour une communauté. Mais aussi ça sert les générations plus jeunes qui bénéficient de la réflexion des aînés et qui peuvent en faire usage pédagogique, culturel, intellectuel, spirituel, tout ce qu'on voudra. Mais il faut que les aînés travaillent. C'est une responsabilité. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'Afrique est très convoitée par le monde entier presque. L'ancien Occident, les Asiatiques, etc. L'Afrique est très convoitée. Si on ne fait pas attention, on risque encore d'être soumis
aux puissances futures. Et je crois qu'il faut éviter, il faut être assez vigilant, assez solidaire pour éviter justement les malheurs éventuels futurs. Il faut éviter ça. Parce que les peuples, on ne peut pas subir tout le temps comme des inconscients. À un moment donné, il faut se réveiller et voir l'intérêt général. Or, souvent, on voit le tapis rouge, l'intérêt mesquin, l'intérêt égoïste, l'intérêt très étroit, et on ne voit pas la grande vision qui existe. Les Marcus Garvey, les Kwame Nkrumah ont proposé une vue grandiose. Parce qu'on ne peut pas sauver l'Afrique sans grandeur de vue, c'est impossible. On va rester dans les petits territoires, dans les petits problèmes, et ça crée la faiblesse. On a été, si vous voulez, l'esclavage pendant plusieurs années colonisé parce qu'on était faible. C'est pas autre chose, on était faible. Et quand tu es faible, on vient, on prend toute ta richesse. Et ils bâtissent leur... L'Afrique n'a pas seulement fait les États-Unis, mais a fait l'Europe, a fait la révolution industrielle, a travaillé gratuitement pendant des siècles, a fait tout ce qu'il fallait faire pour que l'Occident ait des banques, des chemins de fer, des ateliers, des manufactures, créer la nouvelle bourgeoisie moderne, la bourgeoisie moderne occidentale. C'est les Noirs qui l'ont créée par leur travail gratuit. Mais est-ce qu'on va continuer à travailler gratuitement pour les autres? Est-ce qu'on va continuer à donner les matières premières gratuitement pour les autres? Est-ce qu'on est né pour servir les autres? Est-ce qu'on est né pour être dominé? Est-ce que nous sommes nés ici sur bas pour subir? Mais il faut arrêter ce jeu-là. Nous-mêmes, nous devons arrêter. Parce qu'il y a la fierté à servir l'intérêt général. Évidemment, comme nous sommes pauvres, nous venons de la pauvreté. Donc, je suis président, je suis ministre, je suis directeur de banque, etc. Bon, l'envie est que je m'enrichisse. L'envie est aussi que ma tribu tourne autour de moi, ma famille m'enrichisse. Donc, il y a cette tentation-là. Mais si on a un fort patriotisme, on échappe à cette tentation. C'est une faiblesse patriotique qui fait que nous négligeons l'Afrique. Si nous renforçons notre patriotisme africain, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de compromis. Il vaut mieux mourir pour l'Afrique que mourir pour soi. Parce que la tribu ne va pas sauver l'Afrique, c'est l'Afrique qui va sauver la tribu. Alors on voit que sur le plan des manuels scolaires, il y a un enjeu colossal. Mais qu'est-ce qui fait que dans le cadre de l'enseignement, de la transmission des savoirs, de la valorisation de nos patrimoines dans tous les domaines, les livres scolaires qui sont utilisés par les jeunes en Afrique ne sont pas, au niveau en tout cas des informations contenues dans ces ouvrages, plus maîtrisés par l'Afrique elle-même? Parce que on voit en Asie, ceux qui font les manuels des jeunes Asiatiques, ce sont les Asiatiques eux-mêmes. Pourquoi au niveau des manuels de transmission des savoirs, nous avons majoritairement des manuels qui viennent de l'extérieur du continent africain? Mais vous voyez bien que quand on veut faire les manuels scolaires africains, le ministère de la Culture ou de l'Éducation française invite les ministres africains de l'Éducation. Ils partent à Paris, discutent, ils font des manuels publiés par Atier, mais ce n'est jamais, au grand jamais, des manuels scientifiques. La biologie, la chimie, la physique, les mathématiques, c'est toujours des ouvrages de littérature, de la littérature comme ça. Ils bernent les Africains, ils contrôlent le mental, la réflexion est contrôlée, le mental est contrôlé. Donc, si cette génération est au pouvoir, la génération qui viendra étant contrôlée va continuer le jeu. Donc, il y a un enjeu de l'éducation, de la pédagogie, qui n'est pas un enjeu pédagogique ou culturel, c'est un enjeu pédagogique. On veut domestiquer le Negro miseducation. On veut donner une mauvaise éducation parce que en ce moment, le noir ne demandera pas où est ma place. Il sera lui-même, il doit s'asseoir derrière tout le monde. Et on n'a pas besoin de lui indiquer, va t'asseoir là-bas. Dès qu'il rentre, il a peur d'être dans les premiers rangs, première loge, il va s'asseoir au fond, instinctivement, parce qu'il était éduqué comme ça. Voilà. Et c'est ça qu'il faut briser. Nous-mêmes, on est éduqués par la métropole. Bon, on ne connaît rien d'autre. On ne connaît même pas la culture allemande, la culture asiatique, la culture anglaise. On ne connaît même pas la culture suédoise. On ne connaît même pas parce qu'on vous encercle dans
dans le truc de la francophonie, et c'est tout. Et en France, personne ne connaît la francophonie. Aucun Français ne parle de francophonie. Ils ignorent cette affaire-là. Mais en Afrique, ça devient la Marseillaise entière, tout autour de la francophonie. Parce qu'ils savent qu'on va vous dominer spirituellement, culturellement, intellectuellement. Votre essence, ce que vous êtes réellement, votre humanité sera contrôlée par les autres. Vous avez beau faire, vous êtes soumis à nous et faire toujours la richesse de l'Occident. C'est ça qui est curieux. L'Occident, je crois, peut-être on se trompe, je ne sais pas, mais ils ont des réflexes pendant plusieurs siècles. Leurs philosophes ont pensé comme ça, leurs hommes politiques ont pensé comme ça, leur Cuvier, qui était un atomiste, un anatomiste, qu'est-ce qu'il a fait avec la venue soi-disant d'Otanto? C'est des sadiques. Donc, instinctivement, tous les milieux financiers, et scientifiques, politiques, culturels, européens, surtout français, ne peuvent pas voir le noir africain comme un être humain. C'est impossible pour eux. Si tu es un homme, mais quand même un homme moins que lui. Si tu es intelligent, d'accord, intelligent moins que lui. Si tu es docteur en médecine, d'accord, mais tu es moins intelligent que lui. Et ainsi de suite. Et nous nous plaisons à ça. Il faut rompre. Il faut changer radicalement. Il faut rompre. Et aujourd'hui, le monde n'est plus bipolaire. Les Chinois, les Asiatiques travaillent, on les voit faire. Les Indiens travaillent, on les voit faire. Tout le monde essaie de s'en sortir. Mais pourquoi pas nous? On a l'intelligence comme tout le monde. On a souffert, mais là, tout le monde a souffert aussi. Les Juifs ont été brûlés. Ils s'en sortent. Ils construisent tant bien que mal leur pays. Et les Français étaient bombardés, conquis. Paris était la capitale d'Hitler. Les Français avaient fui Paris. Ils étaient à Vichy. De Gaulle avait fui. Il est parti à Londres. Après, il est venu à Brazzaville, Afrique équatoriale. Brazzaville était la capitale de la France libre. Donc, ils étaient vaincus. Mais après, ils se sont retrouvés, se sont reconstitués. Ils ont fait l'école Zénarque, ils ont fait des lycées pour former les jeunes gens, les jeunes filles, diriger le pays. Hein? Mais nous, on n'arrive pas à faire. Parce que bon, la souffrance est longue. Peut-être qu'on est habitué aussi à la souffrance. On aime la souffrance. On veut dormir dans la souffrance. On veut mourir dans les requins. Bon, mais ce n'est pas le destin. Il faut que l'élite intellectuelle résiste et dise que la voie est celle-ci. On n'est pas les premiers. D'autres ont donné leur sang, leur vie, les Blyden, les Marcus Garvey, tant d'autres, les Delgrès ici, etc. Et ils ont donné leur sang. Ben, pourquoi hésiter de donner son sang pour la cause commune africaine, qui est plus belle que toutes les causes du monde pour nous? Quelle est ma cause la plus belle aujourd'hui? Ce n'est pas l'Afrique, c'est la cause la plus belle. Et si je meurs pour l'Afrique, quel regret y a-t-il? Les Lumumba, quel regret y a-t-il pour eux? Il n'y a pas plus belle cause pour moi que l'Afrique. Je préfère même mourir pour l'Afrique. C'est même mieux que de mourir dans mon lit, puis cardiovasculaire, accident, ça ne sert à rien, comme un animal dans la forêt. Il faut mourir pour des causes. Il n'y a pas une cause plus grande que la cause africaine pour les Africains. Il faut inculquer ça, même avec le marteau. Il faut enfoncer ça dans les têtes, et puis on s'en sortira. Aujourd'hui, toute la jeunesse, avec vos réseaux-là, les Internet, les YouTube et tous ces gens-là, on ne peut plus arrêter ça. Il y a une force extraordinaire. Elle prend conscience, elle commence à lire, commence à s'éveiller. Après, dans 20 ans, nous serons tous morts. Et ils seront 60 ans, 70 ans, ils seront au pouvoir en Afrique. Et bien, ils vont changer de paradigme, je crois. Alors, on voit dans cet enseignement dispensé dans les manuels un problème sérieux, c'est celui du paradigme. Parce que le paradigme véhiculé dans ces ouvrages n'est pas le paradigme africain. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de fond, de mise en garde de cette jeunesse à faire, en lui disant, attention, il y a un enseignement technique, oui, mais il y a un paradigme. Et ce paradigme peut te détourner du potentiel réel de la culture africaine. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu montrer en faisant le colloque que nous avons fait ensemble ici, en Guadeloupe. Tu sais, on a eu un colloque à Bamako il y a peut-être 20 jours, invité par le président Keïta du Mali. Bon, parce qu'il a été choisi par l'Union africaine comme champion pour s'occuper de la culture, des arts et du patrimoine africain. Donc il a voulu s'entourer de quelques-uns d'entre nous pour lui donner des idées, etc., etc. Bon, tu sais, quand tu vois
la culture, disons, occidentale. Il y a la danse, la musique, le théâtre, la gym, etc. Mais il y a un concept englobant. Il y a un concept englobant. Pour eux, depuis le logos grec, il faut que ça soit un peu scientifique. Hein, c'est le logiciel même aujourd'hui. Et la culture robotique. Et il faut que ça soit un peu inspiré par le logos. Pour eux. Donc il y a moins d'émotions, moins de ceci, etc. Il faut que la musique soit même mathématique. Il faut que tout est mathématique chez eux, c'est-à-dire un peu sec. Et c'est comme ça qu'il faut la culture. Bon, les Chinois, surtout les Asiatiques, les Chinois surtout, leur culture, c'est que l'être humain est là, il est lié à la nature est liée au cosmos. Donc il y a une espèce d'anthropologie cosmo-anthropologique, leur culture. Si bien qu'ils sont les premiers à inventer le feu artificiel pour fêter. Ce n'est pas un événement à voir le feu dans le ciel. C'est pour faire ce lien entre l'être humain, la nature et le ciel. Ils sont par leur Tao, le yin-yang, et ils sont comme ça là. Voilà pourquoi ils ne sont pas défaits. Aujourd'hui ça va mal, demain ça ira mieux. Il ne faut pas se décourager. J'ai lié le yang, le yin. Il ne faut pas se décourager. Bon, nous, Africains, on parle beaucoup de culture africaine. Ce que j'ai dit à Bamako, il n'y a pas de concept englobant. On a essayé la négritude, mais la négritude n'est pas un concept englobant. C'est simplement retour aux valeurs négro-africaines, comme disait Senghor. Bon, on a fait l'African personality, les anglo-saxons, anglophones. Mais African personality, c'est un peu l'identité culturelle. C'est l'identité. Bon. On a fait ensuite le conscientisme Kwame Nkrumah. C'est que tu ne peux pas te libérer sans prendre conscience de ton action et de vouloir ton épanouissement. Ainsi de suite. Bon. On a fait donc des concepts qui ne totalisaient pas la culture africaine. Et donc, au fond, on danse, on joue le théâtre, on fait la musique, on fait le théâtre, on fait tout ce qu'on veut comme culture. Ça devient chez nous juste un divertissement. Voilà, la culture devient divertissement. On ne voit pas que ça donne le sens à la vie. Ça devient juste un divertissement. Et les crédits, les ministères ne donnent pas beaucoup d'argent pour le divertissement. On donne pour les ponts, pour le ceci, le commerce, les mines, etc. Mais la culture, les budgets des ministères de la culture sont très maigres, très minces, très faibles, parce que c'est un divertissement. Alors, donc il faut changer, même trouver un concept englobant de la culture africaine. Et j'avais proposé, pas la peine d'inventer la roue, le concept de maths dans l'Égypte antique. Pourquoi la maths? Parce que la maths fait le lien, c'est le spirituel qui est en liaison avec l'inorganique, en liaison avec l'organique, en liaison avec le réflexif, le cognitif, en liaison avec l'imaginaire, le poétique, en liaison avec le rituel, le rite, la liturgie, le spirituel, en liaison avec le divin. Voyez-vous? Donc la maths couvre tout. Et donc, c'est comme une vibration cosmique hein, qui... D'ailleurs, le rythme africain n'est pas par hasard qu'il y a le rythme. Parce qu'il y a cette vibration essentielle qui est matique, qui est mate et qui vibre partout et liée partout. Si bien que les Africains ne font pas... ce qu'ils font est nécessairement beau et c'est parfait. Tu ne peux pas faire plus qu'eux, c'est parfait. Quand ils jouent au tam-tam en Afrique, tu peux juste imiter, tu ne peux pas faire plus. Quand Armstrong joue à la trompette, tu peux imiter Armstrong si tu peux, mais tu ne peux pas faire plus qu'Armstrong, qu'un noir fait. Vous vous imaginez, hier j'ai parlé là où je suis au gîte, qu'il y avait une noire américaine qui s'appelait Leontine Price. Elle était la meilleure soprano du monde depuis que le monde existe. C'est la meilleure soprano. C'est le sommet des sommets. Et quand Leontine Price finissait de chanter, l'ovation du public noir, blanc, américain durait au moins 30 minutes. On l'applaudissait après 30 minutes, c'était phénoménal, c'était extraordinaire.
Bon, on vous a parlé du mathématicien Thomas Fuller, qui faisait des calculs extraordinaires. Effectivement. Oui. Bon, on a fait la pyramide. On ne peut pas faire 2 fois la pyramide dans l'humanité. Même imiter celle qui est là, c'est impossible. Donc, les Africains ont un génie extraordinaire, unique. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont aussi le berceau de l'humanité. Le berceau des sciences, comme vous dites, des mathématiques, de la médecine, de la biologie, de la réflexion même, etc. Le berceau de... Mais parce que ce rythme-là, cosmique, la vibration cosmique, s'éparpille partout. Tu vois? Vous savez qu'au Caire, il y a des tremblements de terre. Donc les pyramides doivent tomber. Normalement. Normalement. Hein, puisque tout tombe. Mais la pyramide ne tombe pas parce que celui qui a créé la pyramide a créé un système à l'intérieur. Quand le choc arrive, ce système disperse l'énergie qui vient de sismique. Elle est dispersée dans la pyramide. Donc la pyramide il reste intacte des siècles et des siècles. La pyramide de Khufu, qu'on appelle Khéops, Khufu veut dire qu'il me protège, c'est-à-dire Dieu me protège, Khufu. Sa pyramide a 51 siècles de Khufu. La pyramide, la grande muraille de Chine a 21 siècles. Hein, bon, votre Sorbonne, 9 siècles, c'est tout. Donc, on est encore le bâtiment, le monument en pierre le plus ancien de toute l'humanité. C'est encore sur le continent africain. Il y a les obélisques à la place de la Concorde. Il y a l'obélisque. Il y en a à New York. Il y en a peut-être à Londres. En Italie, chez le pape. Il y en a. Voilà, il y en a beaucoup. Mais ils ont pris ça sur le continent. Ils sont venus avec. Mais l'Afrique en a sur place, laissé par les pharaons. Il y en a à Luxor. Parce qu'il faut faire 2. Il y en a 2 à Luxor. Celui qui est du Panthéon vient de Luxor. Mais l'autre reste là-bas, il est sur place. Totalement. Donc on a encore des monuments authentiques, non transplantés, plantés par les pharaons, avec un bâtiment, comme vous avez parlé des axes, la symétrie, un temple égyptien, au moins 6 symétries. Il faut que la lumière rentre le jour. La nuit, les rayons doivent rentrer. Il faut que l'architecture, le maçon, fasse son axe. Il faut que la prière, les prêtres ont leur propre axe, etc. Il y a plusieurs axes pour rentrer dans un temple égyptien. Donc on ne rentre pas comme ça dans un temple. Souvent c'est Pharaon seul qui rentrait, tout seul. Les prêtres le laissaient à la porte, il rentrait tout seul parce qu'il savait quel axe il suivait. On ne rentre pas comme ça dans un temple sans axe, sinon il perd la spiritualité. Il y a beaucoup de choses extraordinaires. C'est par ça, est-ce qu'on ment, est-ce qu'on dit vrai? Est-ce que on est même ébloui, comme disait Cheikh Anta Diop. Donc je crois que vous avez la bonne partie. On n'est pas rancunier, l'histoire est arrivée, et nous vivons encore, on vivra encore, les jeunes viendront, mais il faut changer le monde. On peut contribuer parce que nous avons fait l'Occident dont ils sont fiers là, gratuitement. On a bâti les États-Unis gratuitement. Ils étaient dans les maisons, ils partaient pas aux plantations. Ils n'ont rien fait. Hein? Ils faisaient que violer les gens et les battre, c'est tout. Donc, au fond, on est fort, on est puissant. Et quand on nous montre ça, on est les meilleurs, même dans la boxe, dans le jeu. Si vous supprimez les jeux, le marathon, qui va courir le marathon? C'est pas eux qui vont courir, ils sont trop gras pour courir le marathon. Oui, ils ne pourront pas. Il faut que ça soit... Tu vis sur les collines, les hauteurs, ton corps est peu cylindrique, tu es mince, tu as le souffle, etc. Et quand tu descends au niveau de la mer, tu cours toute la journée. Voilà le marathon, on ne peut pas nous battre. La boxe, ils ont drogué Tyson malgré tout, c'était le meilleur. Bon. La musique, je vous ai parlé de ça. Le football, c'est le Pelé, roi Pelé. Il amène 3-4 coupes. Depuis là, il n'amène aucune coupe là au Brésil. Il n'y a rien. Et c'est Mbappé qui a gagné la Coupe de France, non? Avant, il disait black beurre, quoi encore? Blanc beurre. Blanc beurre. Black blanc beurre. Ouais. C'est des histoires. Tout ça, on est faible, on est vaincu d'avance, etc. Heureusement que l'Afrique aussi a des fils qui jaillissent malgré les difficultés, comme les Moutoundé, puis tout le monde. Et puis on suit, hein, c'est comme ça que ça se fait. Ah ben oui. Mais professeur, il y a un grand défi. C'est le défi, quand même, de la religion et de la spiritualité. Bien que nous soyons le seul peuple capable de monter un original de texte sacré, on a encore une grande faiblesse.
dans ce domaine-là, avec toutes ces églises étrangères qui prolifèrent dans le monde noir et qui font au monde noir douter de sa divinité. Est-ce qu'il n'y a pas là, je dirais aussi, un gros chantier, un gros défi à relever? C'est un grand chantier, mais les Asiatiques, en gros, ils sont bouddhistes. Hein, c'est ça, non? Totalement. Bon, ils seront 3-4 milliards d'individus bouddhistes. Donc le bouddhisme sera la religion de l'humanité. Et l'Occident est chrétien. L'Occident, l'Europe et les États-Unis, l'Amérique latine, ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas nombreux. Bon. Et il y a les musulmans, l'Indonésie, pas les Arabes, les musulmans, ils ne sont pas nombreux aussi. Donc les Européens calculent déjà que la religion de l'humanité, dans les siècles très prochains, sera le bouddhisme et non plus le catholicisme. L'humanité, la majorité, des milliards de gens vont prier Bouddha. Alors, l'Afrique rentre en jeu. L'Afrique. Il faut que l'Afrique barre la route au Bouddha, au bouddhisme là. Donc que le bouddhisme s'arrête là-bas, que l'islam s'arrête là-bas, et que eux ils soient catholiques avec nous. Parce qu'ils s'ils sont 2 milliards d'Africains, plus nos 800 millions, au moins ça serait un grand nombre. Voilà ce qu'ils font. Voilà pourquoi chacun lit sa Bible, chacun devient prophète, chacun est pasteur, chacun a vu Jésus-Christ, chacun est divin, divinisé, chacun a eu l'inspiration, et les gens laissent faire. On ne fait plus le christianisme là, comme autant les missionnaires. On dit, vous faites des pasteurs noirs, ils lisent la Bible, qu'ils lisent, qu'ils ne comprennent pas, on s'en fout, pourvu qu'ils barrent la route au bouddhisme. C'est ça le problème. Et on vous donne des visas gratuits aux États-Unis. Hein? Si vous faites pasteur, il y a mon église, on me donne les visas gratuitement. Hein, pour aller là-bas, et puis je lis la Bible comme je l'entends, et dit que vous avez tout à fait raison. Hein, je peux dire qu'un tel, les prophètes, les apôtres étaient mariés, chacun avait 2 femmes, il dit que vous avez raison. Bon, je dis, il vous laisse libre pour barrer la route. Et il y a eu la prolifération, ça a gagné le Nigeria, quand ça gagne le Nigeria, ça gagne toute l'Afrique. Le Cameroun a gagné le Congo, le RDC, en Ouganda, toute l'Afrique du Sud, tout le monde est devenu pasteur. Ouais. Et du coup, les traditions africaines, même pas égyptiennes, la spiritualité traditionnelle africaine, hein, nos ancêtres parlaient aux poissons dans l'eau. Nos ancêtres dans la forêt parlaient avec les animaux. J'ai vu mon grand-père parler avec des singes. J'avais peut-être 7 ans. Et je l'ai vu réellement parler. Ce n'est pas la fiction. Chaque fois, je me rappelle cette scène. Parce que c'était un peu bizarre d'ailleurs. Oui, parce qu'il y avait son village, il y avait un bosquet, puis il y avait la plaine. Habituellement, je n'ai jamais traversé cette forêt-là, jamais. Et ce jour-là, j'avais traversé tout seul, par les autres enfants du village, pour aller à la plaine. Et lui venait quelque part d'un voyage. Et puis on s'est rencontrés là. Et sur la forêt, il y avait une bande de chèvres, de singes, et lui il a demandé quelles sont les nouvelles du village, dans la langue. Donc je comprenais. Et puis les singes reprennent dans leur langue, bon, il a parlé avec eux, quoi. Et puis il m'a pris par la main, nous sommes rentrés au village. Ça, je me rappelle très bien. Tu vois, donc ils avaient cette spiritualité-là, de prévoir les événements, les foudres, la maladie, de guérir, de faire ceci, etc. Bon, l'Égypte aussi avait sa spiritualité, qui était une spiritualité, disons, tu sais, c'est un peu ce que vous appelez l'éternité ou l'immortalité de l'âme, etc. C'est-à-dire vivre dans une contrée de lumière éternelle et de divinité, quelque chose de ce genre-là. Ils avaient leur spiritualité qui respectait l'égalité de l'homme et de la femme, qui respectait toutes les professions étaient dites. Il n'y avait pas de système d'esclavage dans l'Égypte. Il y avait des femmes prêtres, même des femmes pharaons qui ont dirigé le pays avec des hommes, des femmes pharaons, à Hatshepsut. Il y en a au moins 4 femmes qui ont dirigé le pays, etc., avec toutes les prérogatives. Bon, il y avait quand même des choses extraordinaires. Hein, et les Grecs étaient éblouis par ça. Hein. Aujourd'hui, on croit que les Grecs étaient fascinés, vraiment éblouis par l'Égypte, surtout Platon.
Hein, Platon, vous parlez des mathématiques, il fallait citer ça. Parce que Platon lui demande, il discute dans les lois, il dit, mais quelle est la meilleure éducation? Il dit, j'ai honte, tel quel je cite en grec, j'ai honte de moi d'être grec, parce que notre éducation ici en Grèce n'est même pas propre pour les pauvres. C'est même pas digne pour les pauvres. Platon le dit. On lui dit, mais comment? Mais quel est le meilleur paradigme? Il dit, le meilleur paradigme est l'égyptien. Et rien qu'à vous le dire, vous serez émerveillés. Hein? Il a raconté comment on fait les mathématiques, comme un jeu d'ailleurs, comme vous avez dit, comme un jeu, etc. Donc au fond, on a une richesse extraordinaire. Notre richesse appartient à nous, nous sommes des hommes. Donc c'est une richesse de l'humanité aussi, on partage. Mais nous avons, c'est pas difficile d'être désaliéné, d'être décolonisé, c'est pas facile, mais ça arrive de plus en plus. Et même ceux qui sont au départ, le débat était vif. On critiquait Cheikh Anta Diop, ceci. Maintenant, même les Africains qui sont pas tout à fait pour n'osent plus parler ouvertement. Oui, parce qu'ils sont minoritaires. Ils n'ont pas la majorité, ils sont minoritaires, donc ils craignent. Parce qu'ils ont peur ils ont peur du maître, quoi, c'est tout. Bon, maintenant, ceux qui n'ont pas peur du maître, bon, ils sont de plus en plus nombreux. Des jeunes gens, des jeunes filles qui bravent l'adversité, qui bravent. Mais on peut dire que l'avenir appartient à l'Afrique et aux Africains. Mais bien sûr. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. La nature ne revient pas en arrière, tu vois. La nature a fait ses faits, ne revient pas pour refaire encore. Donc c'est fait et ça continue son évolution. Bon. De toute façon, après la pluie, il n'y a que le beau temps. Oui, oui, les Chinois qui connaissaient les Chinois, c'est eux qui dirigent maintenant. Hein. Totalement. Bon, après. Parce qu'ils se sont appuyés sur leur culture et leur tradition pour pouvoir s'élever. Oui, après ça sera l'Afrique. Y a pas... Mais c'est connu. Voilà pourquoi ils viennent faire l'amitié maintenant. C'est connu que ça sera prochainement, c'est l'Afrique. Totalement, parce qu'ils ont compris. Voilà, en tout cas, on remercie le professeur pour ce grand moment qu'il a passé avec nous en Guadeloupe, ce grand moment de partage. Et comme on dit, on aura l'occasion de l'avoir avec nous parce que c'est notre professeur adoré. Voilà, je vous remercie, mes très chers. Oui, non, parce qu'il y a un spectacle dehors. On me fait des signes comme quoi.